Bonsoir, bienvenue dans votre journal. Voici les titres de ce lundi. 7000 soldats, 200 chevaux, 65 avions, des chars. Les armées défilaient ce matin sur les Champs-Élysées. Un déploiement de force sur lequel nous reviendrons dans un instant. Thierry Ardisson est mort, il avait 76 ans. L'animateur-producteur a marqué l'histoire de la télévision. Nous regarderons ensemble quelques-uns des moments les plus forts de sa carrière. À suivre également les images exclusives de l'évasion du Joker. Après 3 jours de cavale, ce jeune détenu qui s'était fait la belle d'une maison d'arrêt de Lyon a été interpellé. Il est soupçonné notamment de meurtre en bande organisée. Attention cet été, si vous plongez, sautez dans le pont ou d'une falaise. Les accidents sont nombreux tous les ans. Enquête à suivre dans un des départements les plus touchés du pays, les Bouches-du-Rhône. Depuis 6 mois, les équipes du 20h relèvent régulièrement les prix des transports, des hôtels pour répondre à une de nos questions de l'été. Quel est le meilleur moment de l'année pour réserver vos vacances? Réponse dans notre page spéciale à la fin de ce journal. Ces deux images ont marqué le début de la journée. À gauche, le régiment de cavalerie de la garde républicaine. À droite, l'orchestre des forces armées indonésiennes, invité d'honneur de cette édition du 14 juillet. Le défilé était comme chaque année un moment unique pour les militaires et le public, mais aussi l'occasion d'une démonstration de force dans un contexte international tendu. Jérôme Garot et Vincent Abelaneda. Armes à la main, du fantassin à l'artilleur, une brigade entière prête à être projetée à l'étranger défile pour la première fois sur les Champs-Élysées. Cette année, l'armée française veut montrer sa capacité à partir au combat. Parade également plusieurs canons César, comme ceux envoyés en Ukraine. Signal envoyé au moment où la guerre s'installe sur le continent européen et où la France augmente à nouveau son budget militaire après 30 ans de coupe. C'est impressionnant, très impressionnant, mais c'est super beau à voir. Voir tous ces gens-là et de toute cette armée, de tous ces hommes et de ces femmes qui se battent. Alors j'espère qu'ils ne se battront pas pour nous. Sur les côtés, forêt de bras et de téléphones. Et voici les troupes qui ont le plus étonné. L'Indonésie mise à l'honneur en ce 14 juillet avec 450 militaires. Symbole d'un partenariat signé par la France pour peser dans la région Indo-Pacifique. En 2 heures, l'armée française fait parader 7000 hommes et femmes, de la Légion étrangère au rythme plus lent, jusqu'à l'école des mousses. Acclamation du public. Bravo Alice! Et des familles. C'est mon fils. Vous avez ressenti quoi en le voyant? Regardez, voilà. Ça fait chaud au cœur de voir son frère défiler. Certains, comme ce père de famille, suivent le passage de leur enfant une 2e fois sur leur téléphone. Peut-être là, il est là. C'est vraiment très très fier de lui, quoi. Très content qu'il soit là. Seul petit couac à la fin du défilé, avec ce cheval qui prend la clé des champs après avoir désarçonné son garde républicain. Un autre tombe à terre quelques secondes après. La parade se suivait aussi en levant le nez. Encadrés par les Rafales et Mirage 2000, ces A400M mastodontes désert. Au total, 68 avions, 33 hélicoptères survolaient la capitale. Un 14 juillet empreint de gravité, mais tout de même jour de fête. Jérôme Garot l'évoquait à l'instant, ce 14 juillet était également particulier parce qu'il intervenait au lendemain d'un discours très attendu du président de la République. Emmanuel Macron annonçait hier une augmentation significative du budget de la défense d'ici 2027. Et pour la financer, plusieurs pistes existent, dont celle d'un nouveau jour férié travaillé. Les précisions de Guillaume Bertrand, Alizé Calvo et Sophie Chevalon. Travailler un jour férié, cela ne pose pas de problème à Léo. T'as vu ça, comment je fais ça bien un peu? En tant que serveur, il a l'habitude. On est ouvert 365 jours dans l'année, tous les jours fériés.
sans exception. Noël, Nouvel An, on est également ouvert. La preuve, aujourd'hui 14 juillet, il est au travail. Sauf que là, il s'agirait de le faire sans être payé. Faire du bénévolat, moi j'ai pas signé un contrat pour faire du bénévolat. Après, venir et le faire quelques fois, oui, moi ça me dérange pas. Car cela existe déjà. C'est la journée de solidarité pour les personnes âgées. Un jour par an, l'employeur ne paie pas son salarié. À la place, il verse une cotisation à l'État. Cette fois, il faut trouver 3,5 milliards d'euros pour le budget de la défense. C'est précisément ce que rapporterait une deuxième journée travaillée bénévolement. Pour ce boulanger, debout à 2 h du matin pour faire son pain, ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle. C'est sûr que c'est dur, savoir qu'on travaille une journée en plus gratuitement, ça va mal passer au bout d'un moment, je pense, pour les gens qui bossent beaucoup surtout, quoi. Comme vous. Je vais pas dire ça, il y a toujours pire que nous. Que ce boulanger se rassure, pour l'instant ce n'est qu'une hypothèse. Mais imaginons. En France, nous avons 11 jours fériés. Traditionnellement, la journée de solidarité, c'est le lundi de Pentecôte. Il reste donc 10 dates, parmi lesquelles choisir. Alors à vos pronostics. Allez, au mois de mai. Comme ça, on a déjà beaucoup de jours. On va dire le 8 mai, par exemple. Je sais pas, le 8 mai, par exemple. Peut-être au mois de mai, il y en a beaucoup, effectivement. Au mois de mai, voilà. Le 8 mai, par exemple. Si cette solution est retenue, ce sera la question à régler. Quel jour férié devrons-nous sacrifier ? La nuit dernière, des débordements ont eu lieu en marge des premières célébrations du 14 juillet. Près de 400 interpellations un peu partout dans le pays. 28 membres des forces de l'ordre et des pompiers ont été blessés. Et le ministère de l'Intérieur craint de nouvelles violences ce soir. Elsa Assalit avec Corinne Chevreton et Antoine de Régnac. Des carcasses de voitures et un gymnase entièrement calciné. Au Blanc-Ménil, la nuit dernière, l'incendie est parti de ces véhicules, brûlés volontairement. Les flammes se sont propagées au bâtiment. Aucun blessé, mais un quartier sous le choc. Non, c'est la première fois que je vois un incendie de cette dimension. Je suis complètement, je vais vous dire franchement, bouleversée et je ne sais plus quoi penser. Cette habitante habite juste en face. Elle a dû évacuer en pleine nuit avec ses enfants. Oui, les flammes sont venues jusque-là. Je crois que c'est la chaleur en fait qui a fait ça. Tout est neuf là parce qu'il y a des rénovations qui sont en train de se faire. Même pas 2 mois. Mais là, ils doivent tout refaire parce que tout est foutu. La nuit dernière, en marge des festivités, des incendies et des tirs de mortier. Au total, 176 interpellations en région parisienne, contre 156 l'année dernière. Il y a eu donc 95 mesures de garde à vue, mais 80 paraissent en lien avec les festivités du 14 juillet. 53 d'entre elles concernent des majeurs. Autre bilan, près de 15 000 mortiers saisis en Ile-de-France la semaine dernière. La consigne avait été donnée par le ministère de l'Intérieur avec des opérations coup de poing pour démanteler les réseaux d'approvisionnement et la vente de ces engins pyrotechniques. Sur tout le territoire français, 389 interpellations comptabilisées la nuit dernière et 28 blessés chez les forces de l'ordre. Des agents encore nombreux ce soir, 65 000 mobilisés pour assurer la sécurité du 14 juillet. À l'étranger, Donald Trump s'agace, menace la Russie de nouveaux droits de douane à hauteur de 100%. Le président américain se dit déçu par Vladimir Poutine et veut une trêve en Ukraine d'ici 50 jours. Donald Trump qui a également promis de nouvelles livraisons d'armes américaines à Kiev via l'OTAN, dont des missiles patriotes. Revenons en France maintenant où un visage fait également la une de l'actualité ce lundi. Thierry Ardisson, l'animateur et producteur est mort, il avait 76 ans. Impertinent, parfois trash, l'homme en noir aura marqué l'histoire de la télévision et beaucoup de nos soirées. Retour en images sur 40 ans de carrière avec Florence Lecnec et Sylvie Pinatel. Salut, j'ai 8 secondes pour vous dire que la barre Ovaltine, c'est de la dynamique. Aucun slogan ne s'est effacé des mémoires. Moi je connais un fromage moelleux savoureux, c'est le chaussé aux moines. Avant d'être un homme de télévision, Thierry Ardisson a été un homme de publicité. Sa meilleure école, dit-il, une source inépuisable d'idées pour celui qui va débarquer à la télé, prêt à exploser les codes, oser toutes les questions. 1986, prémisse du style Ardisson avec une interview de Serge Gainsbourg, juste après la naissance de son fils. J'ai déjà connu, hein. Mais avec tout ce que tu t'envoies, t'avais pas peur qu'il soit un peu mongolo, Lulu, non?
il faut allier. Hein. Moi, les techniques de la pub que j'ai appliquées à la télé, ça m'a permis d'aller plus vite que tout le monde. J'ai introduit le mot pitch en France, mais j'ai aussi introduit le mot concept à la télé. Et puis l'image d'une émission, les génériques, travailler la lumière, le décor. Tout un arsenal télévisuel pour accompagner sa volonté de provocation et de transgression. Est-ce que tu as déjà fait l'amour à plusieurs? À plusieurs femmes? À plusieurs femmes, par exemple. En même temps? Oui, j'imagine, oui. Merci. Et quand Thierry Ardisson décide d'enfiler un costume noir, il devient le grand Manitou des samedis soirs. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici Lunettes, opus 24, noir pour nuit blanche. Et son insolence ne décourage aucun visiteur. Dans un unique mélange des genres, il reçoit donc Ray Charles, mais aussi un Mikhail Gorbatchev à qui il fait faire les marionnettes. 35 ans de télévision et d'une époque où Thierry Ardisson impose à ses invités des journées entières d'enregistrement pour pimenter les conversations. Vous allez vous remarier, là? Oh, je crois pas. Non. Un amant, peut-être, mais pas... J'aimerais... Oui. Une liberté de ton assumée. Vous voulez du sexe ce soir? C'est une proposition? De la drogue? En préparant cette émission, j'ai parlé de vous autour de moi et certains m'ont dit « Ah ouais, j'aimais pas spécialement Ardisson, mais par contre, il se passait toujours quelque chose sur ces plateaux. » Ben oui, c'est l'objectif. Et ne pas être aimé, c'était pas un problème pour vous? Non, j'ai jamais rien fait pour être aimé. Enfin, je veux dire, j'ai jamais été démago. Thierry Ardisson. Et puisqu'il ne cherche pas vraiment à convaincre ses détracteurs, il ne court pas non plus après les honneurs. On le retrouve donc étonné de recevoir ce 7 d'or de la meilleure émission en 2000. Merci vraiment beaucoup parce que je m'y attendais pas. Ou le prix du meilleur animateur 15 ans plus tard, couronné par des succès d'audimat quand le petit écran est encore le centre du monde. Peut-être vous regrettez d'avoir... C'est vous la star en fait un peu de Cellulaire Terrien, l'ensemble de vos émissions. Je pense que dans mon émission, je dois parler 70% du temps et les invités 30%. Donc les invités, oui, ils changent, moi je suis toujours là. Qu'est-ce que vous regardez vous aujourd'hui à la télé? Qu'est-ce qui vous plaît? Je regarde LCI parce qu'il y a ma femme, Audrey Crespo-Mara. Sa femme, notre consoeur, qui serait parvenu à le réconcilier avec le monde et peut-être un peu avec lui-même. Notamment avec cette part d'enfance dont il a eu honte bien souvent. Je comprenais pas ce que je foutais dans cette famille. Pourquoi on n'avait pas une DS-19 mais une Dauphine? Pourquoi on habitait dans un immeuble et on n'avait pas une propriété au bout d'une allée d'arbres? C'est-à-dire, je comprenais pas pourquoi moi j'étais là. Et donc, oui, je me sentais tout à fait étranger à ça. Oui. Et vous avez eu honte d'avoir eu honte, en fait. Voilà, et ce livre-là, c'est une manière d'hommage. Mon père m'a beaucoup apporté. Un livre testament pour s'émanciper des années fric, drogue et paillettes. Une méditation pour anticiper le grand voyage, pour lequel il avait décidé qu'il n'aurait qu'une seule bande-son. Cette chanson de David Bowie et ses mots. Regarde par là, je suis au paradis. Du célèbre Magnéto Serge à Ami de l'Homme en Noir, bonsoir. Tout le monde a un souvenir des émissions de Thierry Ardisson. Les réactions à l'annonce de sa disparition sont nombreuses depuis ce matin. L'Élysée salue une personnalité, je cite, qui a contribué à écrire l'histoire de la télévision française. Nathalie Pellerin, Lina Boudjeroudi et Christophe Abel. Il savait choquer sans blesser. Provocateur. Tout au long de sa carrière, quelle image gardez-vous de Thierry Ardisson? C'est un rassembleur. On peut avoir un acteur de grande renommée, une prostituée, un prêtre. Provoqué, l'animateur en a fait sa marque de fabrique. Ardisson, c'est d'abord, évidemment, si on cherche un synonyme, c'est liberté. C'est-à-dire, voilà, on fait tout ce qu'on ne doit pas faire. Côté coulisses, Thierry Ardisson noue des liens forts avec les réalisateurs ou producteurs. Amie depuis 40 ans, Marie-France Brière l'a vu faire ses premiers essais. Je lui avais dit, si tu es aussi brillant à la télé que tu l'es dans un restaurant, quand nous déjeunons ou dînons ensemble, tu feras une carrière énorme. Ben, c'est ce qu'il a fait.
Son binôme à l'antenne parle d'une relation qui a changé le cours de sa vie. C'était comme un grand frère pour moi. Il était rock'n'roll, il était très moderne, très provoque, et moi j'étais pareil, j'aurais pas pu faire de la télé avec quelqu'un d'autre à l'époque. C'est vraiment parce que c'était lui, parce que c'était moi. Et le jour où son collègue et ami DJ est en prison, Ardisson l'embauche. Le contrat de travail lui permet alors de bénéficier d'une liberté conditionnelle. Je sais pas, je suis crevé, c'est la première fois que ça me fait ça. Quand je suis sorti de prison, il m'a mis à l'antenne tout de suite. Vous savez ce que je vois? Non. Des éléphants. C'est le seul patron que j'ai eu dans ma vie. Mais c'est un ami alors d'être un patron. C'est un patron. L'épouse de Thierry Ardisson, notre consoeur Audrey Crespo-Mara, a recueilli les dernières confidences de son mari. Un entretien, document unique dans lequel l'animateur se raconte. Il remonte notamment aux origines de son personnage qui avait fait de la provocation une marque de fabrique. Écoutez. J'ai toujours ce réflexe, quand on dit quelque chose, soit de penser le contraire, soit de faire le contraire. Et donc la transgression, c'est déjà de refuser ce qu'on te dit d'accepter. En fait, j'avais compris qu'en tant que mec sympathique, j'y arriverais pas. Mais en tant que mec pas sympathique, j'avais toutes mes chances. Avant, j'étais quelqu'un qui vivait pas comme moi, c'était un con. Mais, voilà. Maintenant, j'ai compris qu'on n'était pas obligé de vivre comme moi. On devient plus tolérant, plus compassionnel. Toute la rédaction se joint à moi pour adresser nos condoléances, nos pensées affectueuses à Audrey et à sa famille. Vous retrouverez le documentaire qu'elle a réalisé consacré à son mari mercredi soir sur TF1. Regardez bien, sur cette photo se trouve un homme en train de s'évader. Et ce n'est pas celui qui pousse le chariot. C'était il y a 3 jours, au petit matin, dans le département du Rhône. Le détenu poursuivi pour meurtre en bande organisée a finalement été arrêté tôt ce matin. Récit d'une histoire à peine croyable, Maureen Bajac, Georges Brenier et Nadia Hadjbouziane. Vendredi matin, prison de Lyon-Corba. Sur ces images exclusives, ce détenu s'apprête à quitter la prison. Il a purgé sa peine. À sa gauche, une surveillante l'accompagne. L'homme est chargé de plusieurs sacs qu'il pousse jusqu'à la sortie sans jamais être fouillé. Quelques minutes plus tard, à 100 mètres à peine de la prison, le détenu est filmé par un automobiliste. Là, il est sorti de la rate avec bordel de sac. Il y en a un, il est sorti du sac là, celui-là. En effet, un deuxième détenu vient de sortir des sacs. 1,72 m, recroquevillé. Il s'est évadé de la prison, sous les yeux de tous. L'évasion n'a été découverte que 27 heures après les faits. Y a-t-il eu des défaillances? Pourquoi ces sacs n'ont-ils pas été fouillés? Les détenus, en fonction de la durée d'incarcération, peuvent avoir accumulé beaucoup de vêtements. Il n'y a rien à voler en particulier, donc on ne fouille pas au départ. Toutes nos procédures ne sont pas complètement parfaites et qu'il faut tous les jours réfléchir aux éventualités et aux projets d'évasion. Le fugitif s'appelle Eliazid A, 20 ans. Il est poursuivi pour meurtre en bande organisée et plusieurs infractions liées au port d'armes. L'homme est interpellé à 29 minutes de route de la prison, à Satoné-Camp, à 6 h ce matin. Repéré par les enquêteurs grâce à la vidéosurveillance et aux écoutes téléphoniques. Coralie a été témoin de son arrestation. J'étais à mon balcon, donc là-bas, réveillée par les bruits. Et du coup, j'ai vu le mec courir, des personnes derrière lui. Ils l'ont plaqué au sol, là, juste ici. J'ai entendu quelqu'un dire « c'est quoi l'histoire avec le sac ?» Et après, ils l'ont pris, ils l'ont mis contre le grillage. L'administration pénitentiaire a ouvert une enquête interne. La prison de Lyon-Corba accueille 1200 détenus pour 680 places. Immédiatement placé en garde à vue, le fugitif a été auditionné. Son codétenu devrait lui aussi être interpellé. En France, les évasions depuis les lieux de détention sont peu nombreuses. Il y en a par exemple eu 13 l'année dernière. Mais il faut aussi comptabiliser les 700 autres détenus qui ne reviennent pas à temps lors de leur régime de semi-liberté. Comment la police travaille-t-elle pour retrouver ces prisonniers? Explication Lise Cloy et Pierre Limpens. Qu'ils s'échappent par la ruse ou par la force, les premières heures après l'évasion d'un détenu sont cruciales. Brigade cynophile, hélicoptère, d'importants moyens peuvent être mis en place pour quadriller le département
et arrêter sa course au plus vite. Déjà, on met en place une fiche de recherche de façon à ce que si éventuellement il est contrôlé, on puisse savoir qu'il est recherché. On met en place des barrages aux alentours de la maison d'arrêt. Un barrage routier, ça ne peut pas durer très longtemps. Si au bout de 24 heures, la personne n'est pas interpellée, c'est qu'elle avait déjà franchi la zone sécurisée. S'il franchit le périmètre, débute alors une enquête minutieuse. Aussitôt, dans ce bâtiment, une brigade spécialisée dans la recherche de fugitifs s'empare du dossier. À l'affût du moindre indice, ils interrogent ses codétenus, scrutent vidéos, données bancaires, mais aussi réseaux sociaux, c'est avant tout surveillance de l'entourage proche, de l'ancien domicile. Quand quelqu'un est en fuite, il a besoin d'une infrastructure importante, tant d'argent que de cash, et les écoutes téléphoniques sont extrêmement utiles. Chaque enquête est menée au cas par cas, en fonction du profil du détenu, de sa dangerosité. En mai 2024, 2 agents pénitentiaires avaient été tués lors de l'évasion de Mohamed Amra. Un dispositif colossal avait donc été mis en place pour le retrouver. 350 policiers, 800 opérations spéciales d'enquête. Compte tenu de la violence, de l'extrême cruauté, ils ont lancé tout de suite des recherches hors du territoire. Sa cavale a duré 9 mois, durée exceptionnelle, car dans la quasi-totalité des cas, les évadés sont retrouvés en moins de 6 mois. François Bayrou présentera demain le budget 2026, un moment capital pour le pays, un instant décisif pour le Premier ministre sous la menace d'une censure. Il faut trouver au moins 40 milliards d'économies, aides sociales, pensions de retraite, impôts. Et si François Bayrou mettait finalement tout sur pause? C'est l'idée d'une année blanche dont Julie Calderon et Alizé Calvo vous détaillent les grandes lignes. Qui dit année blanche dit gel de toutes les prestations sociales, parmi lesquelles les retraites. En clair, il n'y aurait pas de revalorisation des pensions cette année. C'est justement ce qui inquiète Anne-Marie. À 76 ans, elle perçoit une retraite de 1 047 € net par mois. Elle continue parfois à travailler pour arrondir ses fins de mois. Alors chaque année, elle attend avec impatience l'augmentation de sa pension. Concrètement, pour elle, en cas d'année blanche, elle devra renoncer à 11,50 € par mois. Je peux faire une petite course alimentaire. On n'a pas à nous ponctionner comme ça. On a travaillé, bien sûr, 30, 40 ans. Moi, je trouve que c'est injuste. Pour le moment, le gouvernement n'a pas précisé si les retraites les plus modestes seraient concernées. Mais ce qui est sûr, c'est que la mesure pourrait rapporter gros à l'État. L'avantage de toucher aux pensions de retraite, c'est que c'est des montants qui sont très importants. Donc là, typiquement, si on gèle les pensions, vous dégagez plus de 3,5 milliards d'euros d'économies. Donc c'est un effort qui est massif. Seconde piste envisagée, le gel des tranches de l'impôt sur le revenu. Très concrètement, cela voudrait dire que le barème de votre impôt ne serait pas réévalué. Par exemple, pour un couple qui perçoit 5 000 € net par mois et qui a été augmenté de 200 € par mois, en cas de gel du barème, ce couple paierait 60 € d'impôts supplémentaires par an. Pour l'État, ce serait 1,2 milliard d'euros de recettes en plus. 1,2 milliard, c'est aussi ce que pourrait rapporter le gel des aides sociales, comme le RSA ou encore l'allocation logement. À Toulouse, l'angoisse pour les habitants qui vivent au-dessus de la future ligne C du métro. Des fissures sont apparues ces derniers mois, obligeant les riverains à quitter leur logement. Que se passe-t-il? Toutes les précautions ont-elles été prises? Réponse avec Amael Brignoli, Alicia Girardot et Marie Hollender. Des fissures dans les maisons. On le voit, hein, dans des tac. Dans ce jardin, un trou béant de 5 mètres. Et ici, un rez-de-chaussée effondré. À Toulouse, les incidents liés aux travaux de la ligne de métro se multiplient après le passage du tunnelier à 20 mètres de profondeur. Début juillet, ces 2 habitations ont été évacuées. Un trou à 25 mètres de profondeur a été détecté et des fissures se sont aggravées. Depuis chez elle, Viviane suit les travaux d'un œil inquiet. S'il me demandait à moi aussi d'évacuer la maison, je ne sais pas trop où j'irais. On a peur que les maisons se fissurent, on ne sait pas comment on va être indemnisé, qu'est-ce qui va se passer. Cette situation, elle est quand même assez anxiogène. Dans sa boîte aux lettres,
Un document expliquant que l'incident est lié aux travaux du métro. C'est le risque, ce type de travaux. Après, effectivement, ce risque, il aurait pu être un peu plus maîtrisé, quoi. Dans le quartier, elle n'est pas la seule à s'interroger. Je me demande surtout de quelle manière ont été faites les études préalables. Bien sûr qu'on attend ce métro, mais en même temps, à ma connaissance, c'est la première fois qu'il y a de tels problèmes. On subit la situation. Depuis le lancement des travaux de la ligne C, une dizaine de logements ont été évacués et plus de 30 personnes relogées après des effondrements ou l'apparition de fissures. Rodolphe en fait partie. Après le passage du tunnelier en avril, des fissures sont apparues chez lui et dans 2 autres maisons. Le maître d'ouvrage, je pense, disait qu'il n'y avait aucun risque. Avec les capteurs qu'ils avaient mis partout, s'il y avait un danger, ils seraient au courant avant nous. Mais 2 mois plus tard, le rez-de-chaussée de sa voisine s'est effondré. Je leur en veux un peu de ne pas avoir réagi quand il y a eu les fissures et le trou dans un jardin voisin. Peut-être que là, ils auraient dû se dire « ça mériterait qu'on évacue et qu'on fasse un sondage ». Céline, elle, n'a pas été évacuée, mais 3 fissures sont apparues dans sa maison. On a juste peur d'avoir le sol de notre maison qui s'effondre, comme notre voisine. Dans son cas, Tisséo refuse de reconnaître le lien de causalité, alors que dans cette expertise réalisée avant le début des travaux, aucune fissure n'est mentionnée. Je trouve ça injuste de devoir justifier leur présence, alors que moi et mes voisins avons constaté au même moment, en tout cas, ces désagréments dans nos logements. Dans cet autre quartier, une poche de sable a été détectée par le tunnelier début juillet et la route s'est affaissée de 50 mm. On a le tunnelier qui a créé un trou en profondeur. Le tunnelier a rencontré une poche de sable qui a provoqué un effondrement. Cet expert indépendant pointe les sondages réalisés en amont pour déterminer la nature des sols. Peut-être que ces sondages n'ont pas été assez rapprochés, en particulier sur des zones plus à risque que d'autres. Aujourd'hui, les sondages sont d'environ 40 mètres, espacés de 40 mètres. Il faudrait des sondages beaucoup plus précis. De son côté, Tisséo affirme avoir réalisé plus de sondages que les recommandations techniques et rappelle que le risque zéro n'existe pas. Concernant le sol toulousain, on a cette particularité avec des poches de sable qui sont très localisées finalement. Vous pouvez faire un sondage à 1 mètre et pas détecter cette poche de sable. Tisséo assure également augmenter le nombre de capteurs et de contrôles sur le tracé des tunneliers. Les incendies qui ont déjà fait beaucoup de dégâts depuis le début de l'été restent un sujet de préoccupation majeure, particulièrement ces prochaines heures, pour 10 départements du centre-ouest et du sud. Ils ont été placés en risque élevé par Météo France, vous les découvrez sur cette carte. Avec les beaux jours et la chaleur, la tentation de plonger pour s'offrir un peu de fraîcheur est grande, sauter d'une falaise, faire un salto depuis un pont pour atterrir dans une rivière. Mais attention, chaque année, des dizaines de personnes se blessent, parfois très grièvement. Léa Merlier et Lucas Lassalle se sont rendus dans les Bouches-du-Rhône, touchés par les accidents de façon significative ces dernières années. C'est l'enquête de ce 20h. Louise est une habituée des sorties en bateau. Elle connaît la côte de Saint-Raphaël, ses criques et ses falaises aussi. L'été dernier, elle se baigne ici en famille lorsqu'elle escalade ce rocher. C'est à environ 15 mètres. C'est pas tout à fait le sommet du rocher, mais presque. Tétanisée par la hauteur quelques minutes, elle tente tout de même de sauter. Mais rien ne se passe comme prévu. Elle se réceptionne mal. Une fois dans l'eau, elle suffoque. J'ai senti qu'il y avait un problème, immense douleur dans le dos, impossible de respirer. J'ai aussi eu très peur parce qu'on est quand même dans l'eau. On n'arrive pas à respirer dans l'eau. Potentiellement, on peut se noyer. Sa famille appelle immédiatement les secours. À l'hôpital, le verdict tombe. Louise s'est cassé 2 vertèbres. Les mois qui suivent, elle les passe dans ce corset. La première chose que je ne peux pas faire avec ce corset, c'est m'asseoir. Deuxième chose, qui découle de la première, je ne peux pas manger assise à table. Je dois manger debout. Troisième chose, qui découle aussi de la première, je ne peux pas me déplacer en voiture parce que ça voudrait dire être assise. Et en plus, avec toutes les secousses, ça pourrait vraiment être mauvais pour le dos. Elle témoigne sur ses réseaux sociaux pour sensibiliser. Moi, la première, je savais pas. Même s'il y a du fond, en fait, l'impact dans l'eau suffit à casser des os, à casser les vertèbres. Une mauvaise réception dans l'eau, c'est très très dangereux, même s'il y a du fond. Si Louise a bien compris les risques à ses dépens, malgré les accidents chaque année, la période estivale marque le retour des plongeurs, parfois imprudents sur les lieux de baignade. En quête de sensations fortes sur les réseaux sociaux, certains s'élancent depuis des falaises ou des ponts. Dans le Verdon, à Cassis ou à Marseille, des défis spectaculaires.
quitte à prendre tous les risques. Chaque été, avec son équipe de médiateurs, Moussa arpente la corniche de la cité phocéenne pour dissuader les jeunes baigneurs de tenter des sauts périlleux. Faites attention à vous. Même que vous sautez de haut ou de pas haut, le danger maîtrisé, il n'est jamais maîtrisé. Par endroits, la corniche fait plus de 17 mètres de haut, l'équivalent d'un immeuble de 6 étages. Depuis 2006, un arrêté municipal interdit les plongeons. En théorie, ces jeunes risquent une amende, mais la ville préfère miser sur la prévention. On a affaire à des ados, ils sont insouciants, ils sortent de l'école, ils ont qu'une envie, c'est de venir se rafraîchir. Donc voilà, le danger, en fait, ils l'ont pas. Il suffit qu'un des collègues à eux se blesse pour que là, ils commencent à réaliser que le danger est bel et bien là. L'année dernière, un homme de 26 ans a fait un arrêt cardiaque ici, après un mauvais saut. Si le discours prend pour certains, ces deux adolescents, eux, n'ont pas l'intention de changer leurs habitudes. Parfois on saute un peu mal, on atterrit vers le haut du ventre, on a une coupure de respiration, mais ça revient vite. Nous on fait un peu ce sujet aussi parce que tous les étés, forcément... Il y a des accidents. Ouais. Vous avez conscience de ça? Ouais, ben, après il y a une manière de sauter, nous on fait pas de figure et tout ça, donc normalement ça va si on colle bien les bras. Pourtant, en cas de choc ou de mauvaise réception, les accidents peuvent être extrêmement graves. Vertèbres brisées, paralysie. Au centre hospitalier de La Ciotat, le docteur Urbano doit secourir des plongeurs blessés toutes les semaines. Ici, la radio d'un jeune d'une vingtaine d'années qui a fait un saut de 30 mètres de haut. Donc quand il est arrivé dans l'eau, il est arrivé tellement fort que ça a créé un hématome au niveau des deux poumons. Et quand il est sorti de l'eau, il a craché du sang. Il a été sauvé in extremis. Le docteur le rappelle, le plongeon en hauteur, ça ne s'improvise pas. Il faut être entraîné pour cela. C'est un entraînement que souvent les jeunes qu'on reçoit ici, ce sont des jeunes qui sont en vacances pour une semaine ou deux et qui n'ont pas l'habitude de sauter de haut. Il y a des professionnels, c'est pas pour rien. Ce sont des gens hyper entraînés et qui savent rentrer dans l'eau sans se blesser. Sa recommandation, faire preuve de bon sens pour qu'un accident ne vienne pas gâcher les vacances d'été. Et s'il vous plaît, prudence. Allez, c'est une des stars de vos plats d'été, mais c'est une star qui coûte cher. L'huile d'olive. Ces dernières années, le prix au litre a explosé, dépassant les 10 €. Les principaux pays producteurs ont été marqués par des sécheresses sans précédent. La France, qui importe l'immense majorité de ses olives, est donc tributaire de la situation de ses voisins espagnols, italiens, mais aussi du Maroc. Reportage Francesco De Pacchi et Louise Lebras. Au fil des mois, il est devenu l'un des rayons les plus chers des supermarchés. L'huile d'olive. Son prix au litre oscille entre 9 et 19 € pour bon nombre de références. L'année dernière, Muriel payait sa bouteille. Dans les 10, 11 €. Alors qu'aujourd'hui, 12,95, on est à 13. Cela vous oblige à faire des choix. Je m'adapte, j'en mets moins déjà. Ce qui va sauter, c'est les choses pas essentielles, du genre les boissons, les biscuits, etc. La flambée des prix s'explique par une production mondiale d'huile d'olive en baisse. Moins 32% en Italie par exemple, après 2 années consécutives de sécheresse. Dans la région des Pouilles qui assure la moitié de la production italienne, les stocks d'Antonio, propriétaire de 50 hectares d'oliviers, sont au plus bas. Habituellement, les bonnes années, notre production d'huile s'élève à 300 tonnes. Mais cette année, elle a chuté de 70%. C'est trop tôt pour dire si ce sera mieux l'année prochaine. Ça va dépendre des fortes températures auxquelles on pourrait être confronté cet été et de la pluie s'il y en a. Les oléiculteurs de la région ne comptent pas trop dessus. En 2024, la pluie n'est tombée ici qu'à 4 reprises. Venez, je vais vous montrer sur cet arbre-là. Sur ces terres arides, l'eau est devenue si précieuse que ce producteur a dû employer les grands moyens pour s'en procurer. On a fait un immense forage. Ça, c'est une eau que nous prenons à 450 mètres de profondeur. Ce système de pompage pèse lourd sur la facture d'Elia. Plus de 40 000 € par an, rien qu'en électricité. Souvent, comme aujourd'hui, le ciel est gris, mais il ne pleut pas. Alors on puise dans les nappes phréatiques, mais je préférerais faire autrement. Car l'idée, c'est de produire de manière durable, sans trop d'eau, sans trop d'électricité. Constat similaire au Maroc, où nous nous étions rendus il y a quelques mois. Là aussi, l'huile d'olive, réputée pour ses coûts de production bas, subit de plein fouet la sécheresse. Les récoltes se sont effondrées
Les exportations sont presque à l'arrêt et l'huile de ce producteur est désormais beaucoup moins compétitive. Nos prix ont augmenté x3. Donc des fois, le consommateur étranger ne peut pas forcément suivre cette augmentation. D'autant plus que le produit marocain à l'exportation est en compétition directe avec des grands pays exportateurs aussi, comme l'Espagne, comme l'Italie, comme même la Tunisie. L'huile d'olive est devenue aujourd'hui un produit de luxe dans le pays. Cette pénurie mondiale pourrait-elle profiter à la France? Elle dispose de terroirs qui pourraient accueillir une production nationale, comme à Carcassonne, terre de vin historique, où Sébastien s'apprête à vivre sa première récolte. Elles viennent de fleurir il y a un mois, donc quand on regarde ce développement-là, pour un mois après floraison, c'est déjà joli comme taille. Les vagues de chaleur à répétition n'ont pas épargné le territoire ces dernières années. Sébastien ne redoute-t-il pas à son tour de devoir affronter les mêmes difficultés que les grands pays producteurs? Non, relativement confiant, parce qu'on n'a pas les excès de température à aujourd'hui qu'il y a dans ces pays-là. On a quand même, comparé à eux, des précipitations qui sont encore plus élevées que chez eux. Et chez eux, ils arrivent encore à produire. Donc ça nous laisse quand même le temps de voir venir. Avec le réchauffement climatique, l'olive ne gagne plus seulement du terrain dans le sud de la France. Des départements tels que la Gironde ou la Charente, longtemps inadaptés à cette culture, commencent eux aussi à voir pousser des oliviers. Avez-vous de l'argent liquide sur vous lorsque vous sortez, par exemple, au restaurant? Avec le paiement par carte et la généralisation du sans contact, les pourboires seraient en recul. Un manque à gagner pour le personnel, les patrons, eux, cherchent à s'adapter à ces nouveaux usages. Mathias Béringer, Charlotte Lefetté et Louise Lebras. Après un bon repas, ce geste est un réflexe pour ce couple de retraités. Pour remercier les gens de leur service, c'est normal. Le pourboire, une habitude en perte de vitesse. Eric, serveur, le constate, le fameux cochon est de plus en plus maigre chaque année. On le voit par rapport à la distribution des pourboires collectifs qui ont lieu tous les dimanches, c'est 30-40 euros par personne, par serveur. Avant, il dépassait les 100 euros. Coiffeur, café ou activités touristiques, tous les secteurs sont concernés. De retour d'excursion à bord de ce bateau, rares sont les passagers à gratifier l'équipage ce midi. On sait que pour eux, c'est quelque chose de lourd, c'est saisonnier, c'est répétitif. Voilà, on a eu quelque chose de très personnalisé, c'est très agréable, c'est un souvenir immense pour nous. Michel vend des friandises en bord de plage depuis des années. Pour elle, aucun doute, le budget de ses clients s'est resserré. Il y a un peu moins de gens qui donnent une petite pièce parce que la vie devient beaucoup plus dure. Moins de pourboire à cause de l'inflation, mais ce n'est pas la seule raison. Vous en laissez? Non, quand j'ai du cash, oui, mais comme j'en ai pas, non. L'argent liquide progressivement éclipsé par la carte bancaire. Selon la Banque de France, 68% des dépenses étaient faites en espèces en 2016. Ce n'est plus que 43% aujourd'hui. Steak de thon, une dorade, une frite. Ce restaurant offre donc la possibilité d'arrondir votre addition pour régler votre pourboire. Merci madame. En carte, par exemple. Alors 105,50 €, il me donne 110 €. Alors je prends 5,50 € dans ma caisse que je mets dans le cochon. Voilà. Une pratique de plus en plus démocratisée, même si les restaurateurs s'inquiètent. Les pourboires par carte, aujourd'hui exonérés d'impôts, pourraient être considérés comme des compléments de revenus dès l'an prochain et donc être taxés. Tous les soirs dans votre 20h, les questions de l'été. J'adore celle-ci. Quel est le meilleur moment pour réserver vos vacances? Faut-il le faire au tout dernier moment ou au contraire anticiper au maximum? Il y a beaucoup d'idées reçues sur le sujet. Eva Huin et Agathe Viguier ont enquêté durant plus de 6 mois pour vous donner des conseils et vous aider à faire des économies. Avant de vous laisser partir pour l'été, nous avons voulu vous demander à quel moment réservez-vous vos vacances? 3 mois à l'avance, ouais. Dernière minute, 1 mois à l'avance quand même, voilà. On se prend quand même un petit délai. 6 mois au moins, voire 1 an. À TF1, nous, les vacances, on y pense depuis longtemps. Dès février, nous avons scruté chaque mois les prix des hôtels, des voitures de location, des avions et des trains pour une semaine en juillet. Avec une question en tête, quelle est la meilleure période pour réserver? Nous avons fait des devis pour plusieurs destinations. Si nous prenons Saint-Raphaël dans le Var, en réservant 4 mois à l'avance ce train au départ de Paris, nous payons 246 € aller-retour.
Un mois plus tard, nous le retrouvons à 331 €, soit 85 € de plus. Si l'on réserve 2 mois à l'avance, plus aucun train disponible. Pour les hôtels, même constat, comptez 782 € en réservant cet hôtel en mars et 30 € de plus si vous réservez en juin. Faisons le point. Pour 2 personnes, train plus hôtel, en réservant nos vacances en mars, nous en avons pour 1 270 €. Si nous avions attendu juin, cela aurait été plus cher, 1 352 €. Vous allez avoir le listing des excursions qui va apparaître. C'est aussi le plus tôt possible qu'Amélie réserve pour ses clients. Mais elle tient à nous alerter sur les prix de séjour vol plus hôtel, vendus en ligne ou dans des brochures. À partir de, ça veut dire que c'est sur une certaine date, d'une certaine ville de départ et que c'est le prix le plus bas. Donc il faut s'en méfier parfois du à partir de. Le à partir de est parfois très difficile à trouver. Pour les avions, il faut à coup sûr anticiper, plus que pour les autres réservations. Lors de nos recherches, nous optons pour Palerme en Sicile, toujours pour une semaine mi-juillet. 5 mois avant de partir, nous payons pour 2 668 € aller-retour avec nos bagages. 1 mois avant notre départ, cela passe à 1 290 €, le double. Des hausses qui dépendent souvent des compagnies aériennes concurrentes. C'est ce que nous dévoilait cette compagnie française il y a quelques semaines, alors qu'elle fixait ses prix pour l'été. On voit que les prix ont quand même globalement tendance à être tout le temps en croissance. Moi, j'aurais tendance à dire que le bon plan, c'est quand même d'anticiper au maximum vos réservations. Alors faut-il toujours réserver à l'avance ? On a trouvé une exception. Tout s'est bien passé, ça a été ? Nickel. En louant un véhicule à Paris pour nos vacances, notre réservation faite en avril est 40 € moins chère que celle effectuée pourtant plus tôt, en mars. Pourquoi ? S'il y a beaucoup de voitures entre tous les loueurs, donc la concurrence, nous-mêmes, à ce moment-là, il y a des possibilités que vers les derniers jours, les prix s'ajustent plutôt à la baisse. Attention, si vous attendez, vous risquez d'avoir moins de disponibilité, même si vous pouvez toujours compter sur des offres de dernière minute, à condition d'être flexible sur les dates et les destinations. Et pour se rendre en vacances, parfois il faut prendre l'avion. Si vous avez peur, sachez que vous n'êtes pas seul. 20% des Français sont concernés. L'avion reste pourtant le moyen de transport le plus sûr. Si cette phrase tant de fois prononcée ne parvient pas à vous rassurer, vous allez voir que les pilotes sont préparés aux pires situations grâce à des simulateurs, des machines dont l'usage s'étend désormais au-delà des compagnies aériennes. Reportage Julien Roux et Héloïse Grégoire. Les nerfs de ces pilotes sont mis à rude épreuve. Il y a du cisaillement de vent, en fait, c'est-à-dire des vents qui s'inversent. Ces turbulences, dites sévères, sont recréées grâce à ce simulateur de vol. Bienvenue dans le plus grand centre européen de formation des pilotes de ligne, à proximité de Roissy. Une sorte de mini-aéroport. Chaque machine correspond à un modèle d'avion. Nous embarquons à bord de l'A350 avec Stéphane et Calixte. C'est un entraînement qu'on a tous les 6 mois et qui nous qualifie pour l'avion régulièrement. Je vous laisse vous attacher, messieurs. Ce n'est donc pas un examen, mais un exercice obligatoire. Un peu comme si vous deviez retourner à l'auto-école 2 fois par an pour tester vos réflexes. Leur instructeur est lui-même pilote de ligne. Faire un décollage de Saint-Martin avec bien sûr différentes pannes. Donc il y a quelques surprises. Donc eux vont avoir quelques surprises. Moi, je connais le scénario. Et voici le premier rebondissement. Ces points lumineux, au loin. Ça va être un TICAS. Vous êtes prêts ? Comprenez, un avion droit devant nous. Les pilotes montent en altitude pour l'éviter. Aucune difficulté pour Calixte. Figurez-vous que c'est pas si rare que ça. Alors, ça arrive pas tous les jours, bien sûr, mais ça peut arriver des fois. 2600 pieds, je suis repassé en speed manage. L'équipage s'apprête bientôt à atterrir. Mais là encore, scénario catastrophe. Un avion est bloqué sur la piste. Go around flaps. On a remis les gaz, la piste n'était pas disponible pour qu'on puisse se poser. C'est quelque chose qui vous est déjà arrivé en conditions réelles ? Oui, c'est déjà arrivé pour des raisons diverses et variées. Un équipage qui est en retard ou ils ont une panne au dernier moment. Du coup, il faut être prêt à remettre les gaz. Nous parvenons finalement à nous poser. Mais les freins ne fonctionnent pas. Max reverse. Set max reverse. Après 4 heures de vol, Max braking. Auto brake off. Cauchemardesque. La panne la plus redoutée par les pilotes, c'est quoi ? C'est la panne moteur.
mais qui se traitent très bien en fait. Et le simulateur est un super outil pour ça, pour pouvoir s'entraîner à toutes les éventualités possibles de panne. Chaque année, 5000 pilotes du monde entier viennent s'entraîner dans ce centre qui propose les toutes dernières générations de simulateurs de vol. C'est une machine qui fait 2 à 3 étages, complètement déployée, qui fait 15 tonnes. Ça coûte 10 à 15 millions d'euros en moyenne. C'est pas pour les particuliers. Si ceux-là sont destinés aux professionnels, certains simulateurs de vol sont accessibles au grand public. Pour les passionnés d'aviation, mais aussi, et c'est plus surprenant, pour ceux qui ont peur de prendre l'avion. Comme Aloé, 25 ans. Dans ce centre spécialisé, à Nice, elle va suivre un stage anti-stress, accompagnée par 2 pilotes de ligne. Elle a déjà pris l'avion une dizaine de fois. Surtout sur les longs vols, c'est assez compliqué pour moi. J'ai des sueurs froides, je me sens pas vraiment... À ce point-là. Ok. Ils vont tenter de la rassurer. Ici, vous voyez par exemple les avions quand ils sont certifiés. Si vous aviez peur des ailes qui se cassent, vous voyez que là, ils tirent l'aile de plusieurs degrés. Donc voilà, l'avion est fait pour supporter des charges bien plus grandes que ce qu'il va remontrer réellement. Pour dépasser sa peur, Aloé est invitée à prendre les commandes d'un A320 dans le simulateur. J'ai un peu d'appréhension quand même. Oui. C'est impressionnant, tous ces boutons. Ne soyez pas effrayés par les boutons, parce que même en vrai, quand tout se passe bien, on touche 20% des boutons. Quelques minutes après le décollage, un son inhabituel inquiète la jeune pilote. C'est quoi ces bruits? Ok. Bonne remarque, bonne réflexion. J'ai volontairement coupé le deuxième moteur pour vous montrer que par zone de turbulence, mais même avec un seul moteur, on peut quand même monter en altitude. Et ouais, que ça se vole très bien. Il y a un moteur et il y a des turbulences. Ça se vole. Soigner le mal par le mal, en repoussant ses limites, voilà la solution. J'ai un petit peu d'appréhension pour l'atterrissage. Tout va bien se passer. En expliquant le fonctionnement de l'avion et le déroulement du vol, le pilote finit par la rassurer. Là, j'ai presque aimé l'avion pour la première fois de ma vie. Des dizaines de stages comme celui-ci sont proposés dans toute la France. Ils durent 6 heures et coûtent en moyenne 400 €. Nous allons rester en altitude, mais nous remplaçons le moteur par un brûleur. Tous les soirs, cette semaine, nous nous arrêtons sur une de vos passions. Et c'est une passion bien française aujourd'hui. Inventée il y a près de 300 ans par les frères Montgolfier, elle séduit de plus en plus. La montgolfière a le vent en poupe. Et face à cet afflux de nouveaux passagers, les professionnels tentent de se démarquer pour exister. Reportage de Martin Falaiseau et Solène Robin. Elle flotte dans le ciel provençal, offre un spectacle aérien, une vue imprenable sur les champs de lavande et les villages perchés du Luberon. Chaque jour, ces montgolfières font voler des dizaines de chanceux. Ça me fait du bien. J'ai l'impression d'être comme sur un nuage, vraiment beaucoup de douceur. Pour monter sur ce petit nuage, il faut se lever tôt. La journée commence à 5 h du matin. Bernard, on peut mettre le brûleur, s'il te plaît? Avec la préparation du ballon. Après 30 minutes d'installation, une dernière inspection. On rentre toujours à l'intérieur du ballon pour justement regarder un petit peu, vérifier que tout fonctionne bien. Et Kevin peut mettre les gaz. Donc le ballon est en train de se redresser doucement. Le fait de réchauffer l'intérieur du ballon, ça lui permet justement de se redresser. Le ballon s'envole à plus de 2000 mètres d'altitude, aux côtés de plusieurs autres montgolfières. Car dans le ciel du Luberon, les ballons colorés se multiplient. L'activité est en plein essor grâce à son microclimat. Ici, c'est un secteur qui s'y prête complètement pour la montgolfière, pour la simple et bonne raison qu'on a cette chance d'avoir énormément de beau temps. Enfant du pays, Kevin a ouvert sa société de vol il y a 6 mois. Il tente de s'implanter sur le marché. Les autres sociétés ont des nacelles bien plus importantes, allant jusqu'à 15 passagers. Donc forcément, quand on a 15 passagers à bord, c'est plus difficile de discuter avec tout le monde. Dans cette âpre concurrence, la seule chose en commun, le tarif. 215 € par personne pour 1 heure de vol. Pour faire leur choix, les clients doivent trouver d'autres critères. J'ai regardé les avis, les photos de ceux qui avaient fait l'expérience. C'est ça aussi qui a aidé à choisir. Choisir entre le petit pousset du secteur ou une structure bien installée
Le nouveau ballon vient d'arriver, les gars, vous pouvez venir m'aider à le déballer? Comme le géant France Montgolfière. Donc ça, c'est le ballon qui est associé à la nacelle. L'entreprise existe depuis 40 ans sur tout le territoire français. C'est un petit peu lourd, ça fait 380 kg un ballon comme ça. Et elle continue à investir. C'est la nouvelle nacelle, donc la nouvelle montgolfière qu'on va utiliser à Fort-Calquier. C'est une 15 places. On a déjà 2 ballons en place avec 30 personnes tous les jours. Et cet été, on a beaucoup de demandes, donc on va être obligé de rajouter un 3e ballon de 15 places. Mais avec un nouveau concurrent, le marché est bousculé. Pas question de se reposer sur leur laurier. Nous, ça nous pousse à être meilleurs tous les jours. Entre les sociétés de l'un des plus beaux sites de France à survoler en montgolfière, la guerre du ciel fait rage, mais peut-être est-il assez grand pour se le partager. Et c'est très beau. L'information continue sur LCI Canal 15, édition spéciale à suivre avec Darius, Rochebain, Trump, Poutine, la rupture. Tout de suite, la météo d'Evelyne Delia, puis votre série Camping Paradis avec Laurent Rounac. Demain à 13h, Isabelle Iturburu. Je vous retrouverai à 20h avec joie. À demain.